pour avoir rebondir sur une organisation qui était originellement prévue en présentiel et avec jusqu'à 200 personnes les dernières fois, et d'avoir trouvé un format qui nous permet de faire cette présentation et qui, je crois, a suscité déjà beaucoup d'intérêt et qui va s'étaler sur toute une semaine. Effectivement, cette journée de présentation programme, c'est une journée très importante. C'est l'occasion de se revoir, de faire un bilan de l'année écoulée et en même temps, cette année est une année particulière à bien des titres puisque cette présentation de V3, c'est aussi la clôture d'une première phase du programme Vitam, de sa phase dite projet maintenant, un renouvellement important des équipes à l'occasion de ce changement de phase. Et en même temps, c'est aussi une adaptation qui a été assez brutale aux conditions du confinement et aux retards qui ont pu être pris. Donc on est un peu en décalé par rapport, je dirais, à l'événement de fin de programme et de la publication de la V3. Et c'est quand même très satisfaisant aujourd'hui de pouvoir être devant vous et avec vous pour malgré tout présenter cette V3 et remercier les équipes qui en 2019 et sur début 2020, les équipes historiques du programme, ont su mener le programme et le grand bateau Vitam jusqu'à son port. Des gens qui ont participé en fait, pas qu'à cette année-là, mais bien à l'ensemble de la phase projet pour beaucoup d'entre eux, et qu'on souhaite remercier particulièrement aujourd'hui. Plusieurs personnes ne connaissent pas forcément le programme et ce qu'il est, donc certains d'entre vous, par contre, ont eu ces présentations depuis chaque année, depuis le début du programme. Ce bilan annuel, c'est aussi un peu un bilan du programme et on va le récapituler en quelques mots très injustes, mais ça donnera aussi l'occasion aux personnes qui ne le connaissent pas d'appréhender un petit peu ce qu'il est. Et nous avons également Marion à nos côtés. Bonjour à tous. Marion Ville, responsable fonctionnelle dans le cadre de la MAC Vitam, une nouvelle équipe projet qui s'est mise en place en mars dernier. Ok, donc je vais arrêter. Voilà. Pour information, nous essayons d'enregistrer l'atelier. Nous verrons après comment on peut l'exploiter. Voilà. Voilà, donc normalement, vous avez le partage d'écran vers la présentation. On pourra être amené à partager avec vous à l'issue de cet atelier et à mettre en ligne pour tous. Emmanuel, est-ce que tu veux lancer Ouais, je l'ai déjà un petit peu fait. Donc, effectivement, on va aborder un bilan de l'année et un petit bilan donner à voir un petit bilan du programme. Évidemment, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est la présentation de la V3 Vitam. On reviendra sur ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a de différent, les accomplissements de l'année écoulée, et Marion vous présentera l'essentiel des fonctionnalités les plus importantes qui ont pu être réalisées pendant cette année-là. Et on finira en ouvrant sur la transformation et l'étape suivante qui aujourd'hui du coup est un petit peu plus entamée que ce qu'elle n'était en avril au moment où on devait faire cette présentation. Donc quelques repères. Le programme Vitam, finalement, il commence il y a presque il y a 10 ans quasiment, avec des interrogations et des constats dans les ministères porteurs de l'archivage définitif sur le constat que l'archivage électronique est en train de vivre un tsunami numérique. Alors 10 ans après, le tsunami
est complètement arrivé. Le déconfinement, le confinement a montré à quel point nos vies étaient maintenant intriquées avec des fonctionnements en mode électronique. La production est massivement électronique et sans doute qu'en 2011, on voyait arriver la vague. Aujourd'hui, on est complètement dedans. Donc l'initiative qui s'est construite à ce moment-là, elle part du constat des archivistes et de ces ministères et aussi des informaticiens que, en fait, il y a la solution doit être absolument travaillée de manière conjointe. Les informaticiens savent de leur côté conserver des fichiers sur des baies de stockage et les archivistes, eux, ils se préoccupent de préserver l'information et de donner accès à l'information dans le temps. Et en fait, il faut la réunion de ces deux visions pour faire de l'archivage numérique. La réflexion commence en 2011, elle prend un peu de temps. Il y a une recherche de financement et il y a la certitude qu'il faut faire un travail conjoint archiviste et informaticien. Le financement prend un certain temps à être trouvé, permet au programme de se bâtir sur ces bases-là et finalement le PIA permet d'accélérer le financement du programme et y ajouter une dimension de réutilisation qui va être au cœur finalement après du fonctionnement du programme et qui, je pense, est un élément clé de sa réussite aujourd'hui, puisque finalement, ce PIA demandait que au moins 5 utilisateurs potentiels en dehors des ministères porteurs expérimentent la solution. Et on verra qu'aujourd'hui, le nombre de partenaires, tels qu'on les appelait à l'époque, et le nombre de partenaires et d'utilisateurs de la solution logicielle a très largement dépassé ces attentes-là. Alice pourra vous en parler avec plus de précision, mais aujourd'hui, on a une vingtaine d'utilisateurs qui sont réunis dans ce qui est devenu le club utilisateur. Donc à partir de 2016, 2015, fin 2015, début 2016, le marché est passé et on se lance dans les développements. On se lance dans les développements. En parallèle, les archivistes se structurent toujours sous la conduite du responsable métier du programme VITAM pour adresser les chantiers métiers majeurs et éclairer la route, notamment sur des aspects complexes sur lesquels des solutions immédiates ne peuvent pas être trouvées, en particulier sur la préservation numérique. Il va y avoir comme ça un certain nombre de chantiers métiers qui vont être tenus durant les années du programme et qui sont en fait une partie intégrante de l'activité du programme, qui n'est pas que de faire de l'édition de logiciels, qui n'est pas que implémenter cette solution dans les ministères porteurs, mais également d'éclairer la route et de prendre à bras-le-corps tous les sujets pour lesquels des solutions immédiates ne peuvent pas être trouvées. Donc de 2016 à fin 2019, début 2020, bah, c'est aussi évidemment la phase de projet où principalement vont être réalisées 3 versions dites LTS, Long Time Support, 3 versions majeures de la solution logicielle VITAM, développé en mode agile, avec un plateau d'archivistes et d'informaticiens de l'administration au cœur de ce réacteur-là. En parallèle, les ministères porteurs, suivant leur mode de développement plus ou moins rapidement par rapport à leur organisation et leurs contraintes, implémentent la solution et pour certains vont en production. Aujourd'hui, 2 ministères sur les 3 sont en production. C'est une satisfaction, évidemment.
puisque ça faisait partie clairement des exigences du PIA de produire une solution, mais qu'elle soit utilisée. On a aussi l'excellente surprise de voir des utilisateurs externes, même non partenaires car privés, s'adosser à la solution logicielle en cours d'élaboration pour bâtir une offre d'archivage numérique. Ce partenaire privé peut maintenant rejoindre la communauté des utilisateurs qui s'est ouverte aux acteurs du privé. Donc, fin 2019, début 2020, on en est là, et la V3 clôture cette phase projet et ouvre la phase de maintenance et d'amélioration continue. La phase de maintenance et d'amélioration continue, il y a amélioration dedans, et c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, puisque évidemment, on ne peut pas prétendre aujourd'hui avoir répondu à l'ensemble de la problématique de l'archivage électronique. Ce serait prétentieux et se tromper que de le penser. Il faut donc rester attentif, ouvert et regarder tout ce qui doit encore être fait, même si beaucoup a été accompli. Je vais passer à la suite. Alors, attendez, parce que certains nous mentionnent, excusez-nous, certains nous mentionnent sur Framapad un problème de son et d'image. Est-ce que pour ceux qui sont connectés, si quelqu'un veut lever la main et indiquer que c'est le cas également ou pas? Je suis en train de mettre en ligne la présentation pour pouvoir suivre. Certains se sont déconnectés très régulièrement. Nous, ça a l'air de fonctionner de notre côté, donc je ne sais pas trop comment faire pour les aider, à part vous envoyer au plus vite et mettre au plus vite le lien Framapad de la présentation et vous indiquer sur quel diapo on est. Voilà, moi j'espère que ça fonctionne. Sinon, n'hésitez pas à nous l'indiquer sur Framapad. Voilà. Je relance le partage d'écran. Je le relance, je le remets. Tu veux Hop. Donc sur les enjeux de 2019. Tout est OK de mon côté, ça fonctionne bien. Voilà. Merci beaucoup et je laisse Emmanuel poursuivre. Excusez-nous. Alors, on est là pour présenter la V3. Donc, la V3, c'est le résultat du travail principalement de l'année 2019, même si jamais le passage au nouveau marché a été un petit peu retardé et le programme a su s'étendre jusqu'à début 2020 pour couvrir et assurer la continuité entre les deux phases. Cette année 2019, les enjeux, c'était évidemment de produire une version Vitam V3 qui soit à la hauteur des attentes de la vision initiale, d'essayer au maximum de compléter la roadmap. Il y avait à l'intérieur de cette roadmap des éléments critiques qui ont pu être adressés pendant cette année, mais je laisserai Marion nous en parler avec plus de précision. Ça a été aussi, comme je l'ai dit, pour le programme, des enjeux autour de chantiers métiers, donc la fin des travaux sur la préservation numérique avec des travaux pour structurer le groupe national de veille sur les formats du groupe 1 et une participation aux travaux d'évolution de la norme NFZ 42013 comme point important, même si jamais d'autres sujets ont pu donner lieu à des chantiers moins importants. Ceux-là nous ont largement occupés et avaient une dimension vraiment, une portée importante. Cette année, ça a été aussi nécessairement préparer le passage à la phase produit, donc à la MAC Vitam, donc un certain nombre d'aspects purement administratifs, mais aussi se projeter dans cette nouvelle phase et identifier
l'organisation nécessaire aux enjeux de cette phase-là. Donc on parlera à la fin un petit peu de cette nouvelle phase et de ces enjeux, mais je rappelle que globalement, de manière majeure, il faut assurer la stabilité du logiciel, puisque maintenant c'est un logiciel utilisé en production et donc il doit avoir un niveau de qualité important. Ça, c'est l'enjeu numéro 1. Et l'enjeu numéro 2, c'est de ne pas oublier que si jamais le produit n'évolue pas, finalement, il s'étire. Et il est indispensable que Vitam reste un produit vivant et continue à évoluer. Un élément important de l'année 2019, c'est qu'on a pu constater grâce aux utilisateurs et grâce au comité partenarial et aux travaux de la direction de la diffusion et des partenariats du programme, par la proximité qu'il a été créé avec ses utilisateurs et ses partenaires, que la confiance était arrivée à un point suffisant pour que ces partenaires s'organisent et échangent entre eux et identifient des besoins communs. Ce qui a conduit certains d'entre eux à constater qu'un besoin d'IHM et avec l'aide du programme à se structurer pour participer, à contribuer au programme pour le lancement en fait d'un logiciel front office générique qui permette d'être utilisé en production avec le back office Vitam. Ce projet et ce produit front office ajouté à Vitam s'appelle Vitam UI et il est directement issu de la contribution des partenaires du programme Vitam. Et c'est un point important de cette année parce qu'elle marque une étape supplémentaire dans les échanges entre le programme et les partenaires et les utilisateurs, avec une vraie capacité à aller au-delà de l'échange de bonnes pratiques, à l'identification des problèmes métiers, mais vraiment à participer à la solution en y contribuant. Et évidemment, ça a été, en termes organisationnels, beaucoup de réflexions et beaucoup d'actions qui continuent encore aujourd'hui, mais un point vraiment très important et une bascule dans l'année 2019 au niveau de la réalité de l'organisation du programme, qu'on a pu sentir peut-être plus fortement encore cette année par rapport à l'activité, mais qui donne aujourd'hui tous ses fruits. Accompagnant cela et par rapport au passage à la phase produit, le comité partenarial s'est ouvert aux acteurs du privé et se transforme en club d'utilisateurs afin de refléter la réalité d'aujourd'hui qui est que nos partenaires, pour certains, ils sont en production comme les porteurs et que le produit n'est plus simplement à évaluer, mais dispose de réels utilisateurs. Alors, sur les utilisateurs ou partenaires, alors ce n'est pas des grandes nouveautés pour vous. Si vous avez eu l'habitude de nous entendre ou de nous voir, ce sont des partenaires qui étaient déjà là en 2019, puisque malgré tout, ce changement de phase a pu ralentir peut-être ce qui avait été lancé. Et là, on reprend activement ce rythme de partenariat. Mais donc, en 2019, de nombreux nouveaux partenaires avaient embarqué dans le projet Vitam. Vous les retrouvez tous là. Donc, ils étaient au nombre de 15 à la fin de la phase projet, aussi bien quelques collectivités que des opérateurs ou des ministères, et puis un centre hospitalier, par exemple. Voilà. Donc, avec des centres d'intérêt évidemment très différents les uns des autres, mais qui nous ont permis de voir qu'on était bien au-delà des 5 utilisateurs qui étaient visés au début de phase, comme en parlait Emmanuel.
Ce qu'on peut voir aussi quand on fait un peu le bilan des années de l'année 2019 et début d'année 2020, c'est un grand nombre de formations ou de demandes d'intervention dans le cadre de formations qui reflètent un petit peu la reconnaissance de l'expertise que les équipes avaient pu acquérir, avec par exemple l'animation et le pilotage d'une formation pour la Direction générale des patrimoines sur mettre en place un SAE grâce à Vitam, qui nous a occupés sur 3 sessions de 2 jours. Et puis donc diverses interventions également sur des sujets qui vont de présentation de Vitam à des sujets plus techniques sur un sujet en particulier lié à l'outil et aux réflexions menées par les équipes. Dans le cadre de la diffusion et de la communication, c'est aussi de nombreux événements en 2019, aussi bien des événements métiers, archives, on retrouve le forum des archivistes, on retrouve des journées par exemple dédiées au projet Vitamine au CEA, on retrouve le séminaire Décante ou les participations aux journées ADSOR, que des interventions dans le cadre d'événements plus techniques, plus informatiques ou liés à l'open source, avec par exemple l'Open Source Summit en décembre 2019 qui a permis de présenter Vitam et de faire un atelier sur une première installation de Vitam. Et puis des participations un peu plus liées au positionnement de Vitam au sein de l'État, avec la participation aux rencontres annuelles des archivistes et des représentants de la fonction archive des grands corps et opérateurs de l'État organisés par le SIAF, ou lors des séminaires du SIAF pour présenter des points d'actualité sur le programme et la solution logicielle. Pour un bilan complet, c'est aussi dire qu'on est très mobilisé, et l'année 2019 particulièrement, mais finalement l'année 2020, le confinement n'a pas arrêté cette mobilisation sur des actions de présentation du programme et de la solution logicielle, c'est-à-dire répondre à des sollicitations qui vont parfois de vraiment découvrir ce qu'est ce programme et cette solution, à des actions maintenant un peu plus de suivi, avec des gens qu'on peut revoir qui ont été vus en 2015-2016 sur le lancement du programme et du produit, et qu'on revoit maintenant et qui sont intéressés pour voir les évolutions et les nouveaux projets associés au cœur back-office. Et donc là aussi, ce sont des interventions qui se passaient jusqu'à présent beaucoup en présentiel, qu'on fait maintenant aussi beaucoup à distance, et avec potentiellement, suite à ces diverses présentations, des partenariats, des conventions de services pour devenir membre du club utilisateur qui sont en cours de signature. Voilà. Et là aussi, on peut noter que ce sont aussi bien des collectivités que des opérateurs ou des services des ministères qui souhaitent avoir un point d'actualité sur Vitam. Les présentations peuvent là aussi être ou très métiers, liés aussi aux travaux de préparation d'un SAE et aux travaux fonctionnels qu'un archiviste, une équipe d'archivistes doit mener en interne à son organisation, que techniques pour en savoir plus sur les infrastructures ou les développements associés au projet. Ce qu'on peut ajouter également, c'est que ça a permis, ce bilan qu'on fait là pour vous nous a permis également de s'apercevoir qu'il y avait ce type d'action a été mené plus de 400 fois entre 2015 et 2020. On voit que là, le rythme reprend après l'été. Donc on a au moins 400 fois répondu à des sollicitations d'organismes qui voulaient avoir une présentation de Vitam. Et on peut ajouter à ces présentations tout un dispositif qui avait été mis en place et qu'on va reprendre en fin d'année vers les entreprises du secteur numérique, les ESN, pour leur permettre d'avoir une présentation de Vitam et des ateliers selon leurs besoins. On peut aussi, ça s'accompagne également parfois de présentations lors d'événements qu'elles-mêmes, ces ESN, organisent, sur lesquels on peut être amené, nous, à intervenir en tant que programme Vitam. Toutes ces actions-là nous amènent la plupart du temps à parler de la documentation, parce que, évidemment, toutes les présentations, on renvoie à chaque fois vers la documentation qui est très riche, qui d'année en année s'enrichit. Voilà, on sait que c'est parfois renvoyé vers un paquet assez impressionnant de docs sur lesquels on peut avoir du mal à se retrouver. Donc, il y a un tableau d'orientation qui a été fait.
Et j'en parle là parce qu'en 2019-2020, il y a vraiment eu un travail particulier de mener, d'une part lié au nouveau développement qui avait eu lieu, évidemment, et puis également aux travaux sur le chantier préservation. Donc, on a 3 nouveaux documents importants sur la préservation, l'identification de format et les travaux associés. Et puis, une nouvelle documentation dédiée en interne, on a donc appelé ça Vitam expliqué à ma grand-mère et à mon grand-père, autrement appelé les fiches Vademecum. Elles sont au nombre de 30 quand même, ces fiches. Donc, avec un glossaire qui peut être précieux et qui enrichissent ces 2900 pages de documentation qu'on met à disposition de tous. Voilà, et sur lesquels on est en amélioration continue, puisqu'un chantier a même été mené avec les utilisateurs, porteurs et partenaires pour avoir leur retour sur la documentation, ce qui fonctionnait pas, et avoir leurs commentaires pour l'améliorer toujours. Voilà. Et donc, cette documentation nous amène évidemment à vous parler de la solution logicielle en tant que telle, qui est l'objet de notre deuxième partie. Voilà, qui va nous permettre d'expliquer un petit peu ce qui était à l'origine du projet pour nous. Donc, le rappel inévitable, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une découverte du manifeste du produit solution logicielle Vitam, qui reste notre phare et que nous allons très légèrement amender pour la première fois, je pense, suite au passage à la MAC, très marginalement, vous verrez pourquoi. Donc, pour les services de l'administration, afin de satisfaire les enjeux d'accès dans le temps à leurs informations numériques, effectivement, ne jamais oublier que archiver, c'est pour donner accès aux informations numériques. Il ne suffit pas de conserver l'information, il faut y donner accès. Y donner accès, ça veut dire, pour les formats numériques, d'être capable de les relire, et c'est loin d'être évident. Hein. Si vous reprenez un format d'il y a 20 ans, le fameux fichier MacWrite des années 80, et que vous essayez de le relire aujourd'hui, vous aurez les plus grandes difficultés. Donc, il y a des stratégies à adopter. Celle de Vitam aujourd'hui, c'est la transformation. On verra que dans les réflexions actuelles, on sait que potentiellement, d'autres stratégies pourraient venir en appui de cette stratégie première, par émulation, couvrir certains cas particuliers. C'est aussi donner accès, donner la capacité à retrouver l'information. Parce que si vous avez une information qui est perdue au milieu d'un milliard d'autres informations, une archive au milieu d'un milliard d'autres archives, eh ben, si vous ne savez pas la rechercher, eh ben, en fait, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, la primauté de l'accès est penser que archiver, c'est pour donner accès. Vitam propose une solution logicielle libre d'archivage, évolutive, simple et facilement interfaçable. Effectivement, libre, ça fait partie de la préservation, parce que c'est une stratégie pour permettre à tous et à tout un chacun de voir et d'avoir une part de contrôle sur les algorithmes et sur la manière de construire, et donc une visibilité la plus claire possible sur la façon dont les choses sont faites. Et cet effort de visibilité, de transparence, eh ben, il a comme vertu la possibilité de ne pas être prisonnier de solutions obscures et finalement, quand elles tombent en échec, sont très difficiles à réparer, à en sortir. D'où l'enjeu dans le temps, hein, cette perte de visibilité. C'est ce qui fait qu'à un moment, on perd le contrôle dans le temps de la manière dont les choses sont faites et qu'on arrive à l'échec. Donc, l'aspect libre du logiciel, ce n'est pas qu'une lubie et une mode, c'est une vraie stratégie très cohérente par rapport à l'archivage électronique. Évolutive nécessairement, puisque les logiciels ont des durées de vie de 5 à 10 ans, et
quand on propose de préserver des archives, c'est pour la vie, donc ad vitam. Il faut évidemment penser la transformation de ce logiciel en même temps qu'on le construit. Simple, oui, et facilement interfaçable. Facilement interfaçable, certainement. Simple, c'est aussi simple que possible. Évidemment, ça ne peut pas être complètement simple de préserver pour des centaines d'années des archives numériques en volume de milliards d'objets numériques. Donc aussi simple que possible, parce qu'évidemment, il faut permettre la gestion unitaire et sécurisée de milliards d'objets. Et qui vise son adoption par le plus grand nombre d'acteurs publics, entre parenthèses, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que certainement et toujours, l'objet du programme est de répondre aux services de l'administration, mais les utilisateurs privés n'ont au moins pas à être exclus et évidemment, étant donné leur participation, à être inclus dans ce manifeste et dans cette volonté de partage, parce que plus on est nombreux et plus on va être fort et plus on sera capable d'avoir la maîtrise dans le temps des solutions à apporter à l'archivage électronique. Un très court rappel, puisque la solution a maintenant 5 ans de... Le programme a 5 ans, mais il convient quand même tout petit peu de rappeler ce qu'est à l'origine Vitam en termes de solutions. Donc, Vitam, c'est un back-office avec une IHM de démonstration minimale pour pouvoir utiliser le produit en démonstration et ou dans un système très clos avec très peu d'utilisateurs. Mais c'est un back-office, par contre, qui projette toutes les fonctionnalités puissantes du logiciel afin de pouvoir être intégré dans un système d'information archivistique ou dans toute application qui a besoin de verser ou d'accéder aux archives. Un back-office qui est interfacé avec donc aujourd'hui ce qui est la norme des web services, c'est-à-dire des API REST, et un protocole qui est un protocole établi et contrôlé par les archivistes, protocole de transfert de l'information autour du CEDA. Le système est bâti autour du périmètre défini par l'OAIS, auquel est ajouté un domaine fonctionnel qui nous semblait manquer au niveau de l'OAIS, qui est la gestion des archives existantes, puisque ce modèle définissait bien ce qui permettait d'entrer, d'accéder, toutes les fonctionnalités d'administration et les fonctionnalités de stockage, mais ne décrivait pas, et c'est peut-être lié au fait que les pratiques sont encore très différentes, ou en tout cas, on pense qu'elles sont différentes, à quel point je ne sais pas, mais pour ce qui est de la gestion métier et technique de la vie de ces archives dans l'ESL, puisqu'il y a quand même des choses qui changent, sauf les documents eux-mêmes qui doivent rester totalement, eux, identiques à leur origine, transformés éventuellement, mais avec toute la valeur probante avec laquelle ils ont pu être versés dans le système. Autre particularité du logiciel, c'est sa capacité à accueillir des offres de stockage différentes et d'être pensé de manière importante pour pouvoir s'adosser à différentes technologies de stockage et de pouvoir évoluer dans le temps par rapport à ces technologies de stockage qui sont très importantes pour l'archivage, puisque c'est quand même là qu'on va retrouver les magasins d'archives avec tous les documents et toutes les archives et tous les trains binaires qui sont dedans. Donc, une capacité à gérer les archives indépendamment
des moyens techniques de stockage qui peuvent y être associés. Voilà, on va faire court sur ça parce que c'est quand même connu depuis un moment maintenant. Je vais passer la parole à Marion pour vous présenter plus particulièrement les travaux qui ont été réalisés finalement depuis le début du programme, l'état de la V2, afin qu'on puisse se projeter sur ce qui a été amené avec la V3 Vitam. Donc là, vous avez une présentation de la roadmap Vitam, où finalement on a repris une déclinaison des différentes briques fonctionnelles définies dans l'OAIS. Pour la version bêta, qui a d'abord été livrée par le programme Vitam, on a d'abord voulu axer les fonctionnalités de manière à permettre de pouvoir réaliser des entrées dans le système back-office et de pouvoir accéder à minima à ces archives, tout en gérant ces archives avec quelques référentiels qui nous avaient paru nécessaires d'avoir dans une version bêta, un référentiel des formats, un référentiel des règles de gestion essentiellement. Voilà, donc ça c'était pour la version bêta. L'idée c'était vraiment de confirmer qu'on allait dans le bon sens. Du coup, étant donné que la version bêta avait bien confirmé les besoins des utilisateurs et qu'on allait bien dans le bon sens, on a poursuivi les développements en améliorant notamment l'administration fonctionnelle et technique de la solution, en ajoutant des référentiels, un référentiel des services agents, en ajoutant également des référentiels permettant de gérer les habilitations, les droits d'accès des applicatifs au back-office, mais également en rajoutant des éléments de journalisation, en améliorant les messages retour et en optimisant également les accès, notamment les accès par arborescence. Voilà. Je vais en venir surtout... on a encore des choses sur la V2. Donc, toujours dans la V2, on a continué toujours dans ce processus d'amélioration continue à ajouter des briques fonctionnelles, notamment à travailler davantage sur la gestion des données en ajoutant des contrôles en entrée et dans le système une fois que les archives sont rentrées, de manière à vérifier que les archives rentrées sont conformes à certaines modélisations, notamment à la modélisation du CEDA. On a également rajouté des fonctionnalités, une grosse fonctionnalité d'élimination, de manière à, une fois que les archives sont rentrées, qu'on peut y accéder, qu'on peut les exporter sous forme de DIP, qu'on puisse également gérer la fin de son cycle de vie dans le système, donc au moyen des éliminations. Et on a commencé à implémenter dans la V2, suite aux travaux de spécification entamés dans le cadre du chantier préservation, on a implémenté la fonctionnalité de préservation. Ouais. Ce qui fait que dans la version 3, qui a été livrée au printemps dernier, nous avons choisi finalement de développer, dans le cadre du programme Vitam, des fonctionnalités qui nous paraissaient essentielles dans la phase projet, devoir développer et livrer pour nos porteurs et nos partenaires. Donc on a travaillé essentiellement déjà à finir ce qui restait à faire sur la préservation en implémentant des fonctionnalités de réidentification de format et d'extraction de métadonnées techniques. On a également aussi travaillé sur une amélioration de l'indexation et des règles de gestion dans le système de manière à permettre à ce que les front office puissent filtrer de manière plus fine les droits d'accès aux archives. On a également travaillé à un meilleur paramétrage des offres de stockage, notamment en implémentant un service d'offres froides et le paramétrage de stratégie de stockage dans le système. On a également travaillé donc, sur l'administration technique, sur le passage à Java 11 et à sécuriser les griffons avec SE Linux.
Ok, je vais passer sur cette slide qui reprend finalement ce que je viens de dire. En voyant les domaines enrichis. En voyant les domaines enrichis. Ce qui fait qu'il faudrait que j'ai la main sur le... Je vais reprendre la main, je vais vous montrer un petit peu les fonctionnalités en m'excusant par avance, parce que comme d'habitude, la présentation va se faire sur nos IHM de démonstration et au moyen de requêtes API, étant donné que l'objectif n'était pas de développer un front office pour nos partenaires. Hop, je vais activer le partage. Hop. Alors, une des grosses fonctionnalités pour boucler la boucle de la phase projet du programme, c'était de travailler et d'améliorer les exports possibles du système, soit pour les communiquer sur une plateforme extérieure, un portail, soit tout simplement pour restituer à un service producteur ces archives et les éliminer du système qui les conservait jusque-là, ou les transférer, mettons, pour archivage définitif vers un autre système d'archivage électronique. Donc pour ce faire, dans une première phase, on a travaillé à améliorer les exports possibles pour communication en proposant désormais un DIP conforme au message Archive Delivery Request Reply. Et on a travaillé également sur un DIP propre transfert, qui correspond à un message Archive Transfert pour restitution. Ces deux formes de DIP, on peut maintenant englober, enfin ça inclut bien sûr les métadonnées et les objets, mais ça inclut également tout ce qui est journaux du cycle de vie, des unités archivistiques et des groupes d'objets techniques. On a conservé bien sûr pour les DIP minimaux ou full le workflow propre, mais dans le cas du transfert, on a développé un workflow particulier de constitution du paquet et après un workflow d'acquittement de manière à supprimer du système d'origine les archives qui ont été transférées ailleurs. Alors, si je me connecte à une plateforme, je vais vous montrer déjà dans un premier temps l'export d'un message complet de DIP. Donc, je vais rechercher une archive pour laquelle je veux communiquer un paquet. Hop, je vais prendre les enseignements de Guimard. Je recherche l'archive. Je ne suis pas sur le bon contrat. Voilà. Ici. Donc à chaque fois, quand je veux faire un DIP, que ce soit un DIP minimal ou un DIP de transfert, on va devoir passer des paramètres en accédant depuis le détail de l'unité archivistique. Donc là, je veux pouvoir créer un DIP de l'unité archivistique et de ses sous-éléments. Donc je vais le passer en paramètres. Pour un DIP de communication, il va falloir que je passe des paramètres qui sont obligatoires, donc essentiellement le service d'archives, je vais mettre archive nationale. Et ensuite, j'ai des paramètres qui sont propres au DIP de communication. Donc l'identifiant de la demande, je vais mettre ID 01, et l'identifiant du demandeur qui est à l'origine de la demande de la constitution du paquet d'archives. Et ensuite, je vais cliquer sur DIP full. Donc à chaque fois, il y a des paramètres obligatoires et des paramètres qui sont facultatifs. Je lance mon opération et je peux voir le résultat de l'opération en allant dans le journal des opérations. En cliquant sur administration, opération, journal des opérations. Je vois que mon opération est un succès. Je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc, toujours dans le journal des opérations, je peux voir l'ensemble du workflow. Et subtilité de notre IHM de démonstration, je vais récupérer mon DIP dans l'opération elle-même en cliquant sur rapport. Alors là, je crois que j'ai un petit temps de latence avant que ce soit bien téléchargé. Voilà. J'enregistre mon DIP.
Et je vais le dézipper pour vous montrer qu'est-ce qu'on obtient. Donc le DIP reprend peu ou prou la même forme qu'un SIP dans Vitam. Hop. Du coup, c'est celui-là. Donc il y a toujours un répertoire content qui contient les objets. Et j'ai un manifeste que je vais ouvrir. Hop, je l'indente. Et là, on voit maintenant qu'on a un DIP complet. Alors pourquoi complet? Parce qu'il correspond à un message du CEDA, archive. C'est pas le bon message celui-là, j'ai dû me tromper. Si c'est ça, archive delivery request reply, avec des éléments d'entête. Et si je descends dans le paquet d'archives, on voit pour le premier groupe d'objets techniques que désormais on embarque la partie logbook avec le journal du cycle de vie du groupe d'objets techniques. Si on descend plus loin pour les unités archivistiques, on aura également ce logbook. Je vous rassure, la constitution du DIP, les métadonnées que l'on souhaite voir contenir dans le DIP sont totalement paramétrables au moment de la requête. Hop. Je vais passer maintenant au transfert d'archives, où là, pareil, je vais refaire une recherche d'archives, pour pouvoir passer des paramètres dans le cadre du transfert. Donc là, je vais prendre des enseignements de Touraine. Donc là, ce sont des archives du comité féodal que je vais vouloir transférer aux archives nationales, mais qui va les prendre en compte comme étant un fonds de l'EHESS. Du coup, je vais faire des paramètres en ce sens-là. Donc, je sélectionne l'unité archivistique et sa descendance. Étant donné que je vais transférer mon paquet d'archives dans un autre SAE, bien sûr, il faut que je fasse des paramètres qui sont connus. C'est là la subtilité, qui sont connus du SAE cible. Donc là, je vais rentrer un contrat d'entrée, un service producteur tel qu'il est défini dans le SAE cible. 51. Sans quoi, bien sûr, ça ne rentrera pas. Du coup, il faut que je fasse un petit peu attention. Voilà. J'ai des paramètres qui sont facultatifs pour le transfert. Je ne vais pas les renseigner, mais on peut rajouter ces métadonnées-là. Référence à un transfert d'archives lié, identifiant de la réponse à une demande de transfert ou un service versant. Et je vais cliquer sur transfert pour pouvoir générer mon message archive transfert. Voilà. C'est en cours. Et comme pour le DIP full, je vais récupérer mon DIP de transfert dans le journal des opérations, où je peux voir que j'ai fait une opération propre à une demande de transfert des unités archivistiques et des groupes d'objets, qui ont succès. Je vois toujours le workflow. Et je vais récupérer mon DIP de transfert de manière à pouvoir le transférer dans un SAE cible. J'enregistre le fichier. Et je vais le renvoyer dans mon SAE cible qui, dans nos IHM, est toujours la même plateforme, la même instance. Je vais renvoyer mon SIP. Quand je fais une demande de transfert, mes archives sont alors taguées comme étant en instance de transfert dans une autre plateforme. Donc là, je l'envoie dans mon SAE cible, mon DIP de transfert, et il faut bien sûr que je récupère l'accusé de réception du SAE cible de manière après à pouvoir acquitter dans le SAE de départ le transfert et de supprimer mes archives de mon SAE de départ. Du coup, ça va se passer au moyen des API. J'ai téléchargé mon ATR sur ma plateforme. Logiquement, ça doit être automatisé, bien sûr, par vos systèmes, hein, mais nous, on est toujours un petit peu sur des IHM minimales. Du coup, au moyen d'une commande, on va pouvoir supprimer les archives que j'avais sélectionnées préalablement dans mon SIP, dans mon SAE de départ. Donc, au moyen d'une requête que vous voyez là, sur un éditeur de requête. Donc, je vais envoyer la requête.
Je vois qu'elle est en cours. Je retourne dans mon IHM de démonstration et je vais voir comment s'est passé mon acquittement de transfert. Et elle s'est bien déroulée avec succès. Donc là, pareil, on voit le workflow. Dans le registre des fonds, je vous ai dit, on a transféré des archives du comité féodal et on les a transférées en tant que fonds de l'EHESS aux archives nationales. Du coup, dans les archives du comité féodal, si je reprends le fonds initial du service producteur, on voit qu'on a supprimé 3 unités archivistiques, 2 groupes d'objets techniques et 2 objets, vu qu'on les a transférés dans une autre instance. Et du coup, on a ajouté aux archives de l'EHESS les 3 unités archivistiques et les 2 groupes d'objets techniques qui ont été transférés dans l'autre instance. Voilà. Hop. Je suis contente, ça a marché du premier coup. Alors, autre grosse fonctionnalité qu'on a souhaité développer dans le cadre de la version 3 de Vitam, c'est de pouvoir améliorer les filtres sur les archives, notamment si on veut qu'un système n'accède qu'aux archives communicables et pas aux archives qui ne sont pas communicables. Ce qui fait qu'on a enrichi les possibilités d'indexation des règles de gestion dans les unités archivistiques. Tout cela est configurable par tenant et on peut, au moyen d'une opération, indexer ces métadonnées dans les unités archivistiques ou les enregistrer automatiquement dès l'entrée dans le système ces règles de gestion. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Et surtout vous expliquer les subtilités. Jusque-là, on enregistrait en base de données que les règles de gestion qui étaient portées par une unité archivistique. Donc si je prends Église de Pantin et qu'on regarde ces règles de gestion, on voit par exemple que pour les règles de communicabilité, Église de Pantin porte la règle ACC03 en propre. En revanche, elle hérite de ACC02 et elle en hérite de Bobigny, qui est son parent. Si on va dans la base de données, on voit pour Église de Pantin, on voit pour la règle de communicabilité qu'en effet, elle ne porte en dur que ACC03. Et au moyen du graphe de Vitam, on sait dans notre front office qu'elle hérite aussi de quelque chose qui vient de Bobigny. Sauf que apparemment, ça posait des soucis quand on veut filtrer finement les règles de gestion. Et du coup, on a proposé un nouveau service où on peut ajouter des modélisations différentes, configurables dans le système. Je vais vous montrer comment on peut ajouter ces indexations-là en disposant l'unité archivistique dans le panier. Voilà. Et depuis le panier, je vais lancer mon enregistrement des règles calculées, de manière à ce que finalement ACC01 soit bien enregistré dans l'unité archivistique. Donc je vais cliquer sur calcul des échéances, je vais lancer l'action sur le panier. À chaque fois, j'ai une opération qui apparaît dans le journal des opérations. Ça s'est passé avec succès. Et ensuite, on voit le résultat dans la base de données. Je vais rafraîchir ma page. Et là, je vois que si je descends, j'ai des métadonnées supplémentaires qui sont apparues dans l'unité archivistique Église de Pantin. Donc j'ai par exemple
une modélisation des règles de communicabilité où je vois finalement que Église de Pantin a 2 règles, notamment ACC02 dont elle héritait jusque-là, mais ce n'était pas inscrit en dur dans cet enregistrement-là. Et on a d'enregistrer la date de fin la plus lointaine de ces 2 règles-là. Autre possibilité de configuration, c'est d'enregistrer chacune des règles, héritées, non héritées, mais également les contextes de production de ces règles-là, au moyen d'une autre modélisation. Est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. Donc ça, c'est une autre modélisation configurable. Donc on a carrément la description de chaque règle et son chemin d'origine, ainsi que son service producteur, ce qui permet dans le front office de faire des requêtes et des filtres d'accès à ces fins. Si je reviens sur mon front office, on a la possibilité de désindexer, si on le souhaite, depuis le panier, au moyen d'une autre opération. Et là, je lance l'opération, elle est journalisée. Et si je rafraîchis mon unité archivistique, on va voir que tout ce que je viens de vous montrer a été supprimé. On peut automatiser, bien sûr, lors du versement d'un paquet d'archives, on peut l'automatiser au moyen d'un paramètre dans le contrat d'accès. Ce que je vais vous montrer également, c'est qu'on peut filtrer par catégorie de règles dans le référentiel des contrats d'accès. On peut désormais filtrer les règles que l'on souhaite qu'un applicatif qui se connecte avec ce contrat d'accès n'accède finalement qu'aux catégories de règles dont la date de fin est postérieure à aujourd'hui, en sélectionnant une à plusieurs règles. Et par manque de temps, je ne vais vous montrer que ceci. Voilà. Alors, autre gros morceau de la V3. On avait jusque-là la possibilité de n'accéder et de n'enregistrer dans Vitam les archives que sur une offre de stockage dite offre par défaut. Alors que maintenant, il est possible d'ajouter à cette stratégie par défaut des stratégies additionnelles de manière à finalement, notamment dans le cadre d'offres de plateformes mutualisées, de proposer une offre de service un petit peu différente selon qu'on veut proposer des copies, 2 copies pour un certain type d'archives et 5 copies de conservation pour d'autres types d'archives plus sensibles qu'on veut davantage sécuriser. Donc cela se passe par la définition et le déploiement de stratégies de stockage au déploiement de Vitam. Ensuite, de devoir les déclarer dans des contrats de gestion. Et ensuite, quand on fait un versement d'un paquet d'archives, de pouvoir, dans le contrat d'entrée, router ces archives vers les offres de stockage en déclarant un contrat de gestion dans le contrat d'entrée. Alors, je vais essayer d'être plus clair dans ma démonstration en vous montrant déjà une plateforme configurée avec du multistratégie. Dans l'IHM recette, on peut voir ici qu'on a une stratégie par défaut qui sera toujours configurée à l'installation de la plateforme, il en faut toujours une, avec une offre dite référente qui apparaît sur fond vert. Et ensuite, là, on voit qu'on a une série d'offres de stratégies de stockage pour les métadonnées et 2 autres pour les métadonnées. Donc, vous voyez, par exemple, pour Binary 2, on a finalement configuré la stratégie que pour une offre de stockage. Donc, il n'y aura qu'une copie. Alors, pour Binary 1, on aura 2 copies possibles sur une offre File System 1 et une offre File System 3. Donc, ça, c'est configurable par un acte d'exploitation. Ensuite, si je veux préparer
préconfigurer un versement d'archives pour être conforme à une de ces stratégies-là, il va falloir que je crée des contrats de gestion. Pour cela, on a créé une nouvelle collection, donc les contrats de gestion, qui sont accessibles depuis l'IHM de démonstration, dans la partie contrat de gestion. Donc là, pour le moment, je n'en ai pas, donc je vais en importer. Il s'agit de fichiers JSON, qui sont modélisés à peu près de la même manière que les contrats qu'on a déjà dans Vitam, avec un nom, une description et un statut. Je vais importer mon référentiel dans Vitam. Voilà. Et ensuite, je vais accéder au référentiel. On voit que ça a bien été chargé. Et du coup, pour mon contrat de gestion, le premier, je vais lui définir les stratégies de stockage que je veux employer pour stocker les métadonnées des unités archivistiques et des groupes d'objets techniques, et également la stratégie que je veux appliquer pour le stockage des objets numériques en tant que tels. Donc, pour mes métadonnées, je vais employer la même stratégie, metadata 1, qui n'est pas la stratégie par défaut. Et pour mon stockage des binaires, je vais prendre la stratégie binaire 1. Je vais sauvegarder. Et ensuite, vu que je vais vouloir transférer des archives conformément à ce contrat de gestion, je vais déclarer dans un contrat d'entrée cette stratégie de stockage. Donc, je vais prendre le contrat d'entrée numéro 2. Et ici, je peux déclarer un contrat de gestion. Voilà. Hop. Donc, c'est fait. Et je vais maintenant importer un SIP conforme à cette stratégie de stockage. Hop. Donc ça prend toujours un petit peu de temps. Désolé, c'est bon. Donc là, si je recherche une unité archivistique, sur l'IHM de démonstration, on ne voit la stratégie de stockage employée que pour les groupes d'objets. Je vais vous la montrer. On voit ici, si tout s'est bien passé, que ma stratégie de stockage est binary 1 et pas la stratégie par défaut. Si je prends une autre unité archivistique, par exemple une que je vous ai montrée tout à l'heure, où finalement j'utilisais un contrat d'entrée lambda, on a par défaut un enregistrement conforme à la stratégie de stockage par défaut. Est-ce que je peux le voir? Voilà. Alors qu'ici, voilà, où on n'a rien fait du tout en termes de configuration dans le contrat d'entrée, en termes de gestion, on a une stratégie de stockage par défaut. Voilà. Je vais changer maintenant de plateforme et passer à la dernière fonctionnalité que je souhaitais vous présenter, à savoir l'extraction de métadonnées. Alors, pour l'extraction de métadonnées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a mis en place dans la V3 l'extraction de métadonnées, des métadonnées qui sont contenues dans les fichiers, binaires, de manière à pouvoir les enregistrer dans la base de données pour un meilleur requêtage. Donc, en V3, on a fourni une extraction de métadonnées pour un enregistrement dans les métadonnées techniques, les groupes d'objets techniques. Et dans des versions correctives de la V3,
on a rendu possible une extraction de métadonnées vers les métadonnées descriptives de l'unité archivistique pour un meilleur requêtage. Donc à chaque fois, on n'a pas forcément utilisé le même griffon pour faire l'un ou l'autre. Donc dans le cas d'une extraction de métadonnées techniques pour enregistrement dans les métadonnées techniques, on utilise le griffon image magique et on a la possibilité dans les scénarios de préservation donc de passer une commande d'extraction et de pouvoir enregistrer soit finement l'ensemble des métadonnées qui sont extraites par le griffon ou les enregistrer, d'en enregistrer que certaines. Ça dépend comment on a paramétré cela dans un scénario de préservation. Donc moi, je vais vous démontrer celui où on enregistre la liste des propriétés contenues dans les objets binaires. Donc on voit qu'on passe une commande pour une liste de formats donnés avec le griffon image magique. La commande s'appelle extract. Si j'avais voulu faire de l'enregistrement de métadonnées descriptives, j'aurais eu un extract underscore AU. Et je passe une petite commande on metadata pour lui dire que je veux qu'il m'extrait, que le scénario de préservation m'extrait. Pour pouvoir réaliser cette opération, je vais devoir sélectionner un paquet d'archives. Que je vais mettre au panier. Je mets cette unité archivistique au panier. Là, on voit jusque-là que les descriptions, notamment les métadonnées du groupe d'objets techniques, voilà, sont celles qui sont récupérées du SIP. Information basique. Donc, dans le panier, je vais vouloir réaliser une opération de préservation. Je sélectionne, ce sont des éléments qui sont imposés par l'IHM de démonstration, mais qui ne concernent logiquement que la génération de binaire. Et le plus important, c'est surtout de sélectionner le scénario de préservation qu'on va vouloir jouer dans le cadre de cette opération. Moi, je vais vouloir extraire les métadonnées, l'ensemble des métadonnées contenues dans l'image du lac. Et je vais lancer l'action sur le panier. Le processus est en cours. Toujours, j'ai une opération qui s'est incrémentée dans le journal des opérations. Et si je revais sur mon unité archivistique et que je retourne dans les métadonnées techniques, je vois que j'ai celles que je vous ai montrées tout à l'heure et j'en ai d'autres qui se sont rajoutées et en fait qui ont été générées au moment de l'extraction de métadonnées techniques. Donc là, on en a un petit paquet qui ont été enregistrés automatiquement et qui sont donc de fait requêtables. Si j'avais fait une extraction de métadonnées descriptives, on aurait eu l'ajout d'un champ text content, donc d'une extension OCDA, dans les métadonnées de l'unité archivistique, et on aurait utilisé le griffon Tesseract. Et je pense que je ne vais pas vous le démontrer parce que je suis un petit peu en retard. Et on ne l'a pas en V3 non plus. Voilà. Je vais laisser la main à Alice pour la suite du partage des prix. Merci Marion. Hop, je relance de notre côté. Vous avez pu voir les fonctionnalités majeures de V3, donc disponibles depuis mars. Voilà, et que vous retrouvez sur la présentation qui est maintenant en ligne, je ne sais plus si je l'ai dit, directement sur le site du programme Vitam. Quelques points techniques sur cette nouvelle version. Donc, on voit que fonctionnellement, il y a eu un accomplissement très important au moment de la V3, puisque les fonctionnalités de transfert sont quand même une fonctionnalité absolument essentielle pour un SAE. Je ne suis pas sûr que beaucoup de SAE promettent cette fonctionnalité d'une manière aussi normée que Vitam. C'est une promesse très importante puisque on le voit avec les utilisateurs en général. Bien sûr qu'il y a une préoccupation de rentrer les archives dans le SAE, une préoccupation de comment on va y accéder dans le temps, une préoccupation de la qualité et de la gestion de ces archives. Mais évidemment,
les utilisateurs ne veulent pas être prisonniers d'un système. Et le CEDA prévoyait évidemment les messages d'entrée, l'OAIS prévoyait les messages d'entrée, la sortie aussi. Et on peut se dire que on aurait à sortir dans plus longtemps et à attendre, mais je crois que réaliser cette fonctionnalité maintenant, c'est aussi une assurance pour les utilisateurs de ne pas être prisonniers d'une solution. Et c'est une belle promesse remplie. Donc des fonctionnalités importantes, finaliser la préservation avec pratiquement la finaliser puisqu'on n'a pas pu aboutir complètement sur les extractions de métadonnées. On a ajouté des fonctionnalités d'extraction de métadonnées descriptives en post V3, donc ce sera pour la V4, mais avec la réidentification de format aussi, on donne des gages à la capacité pour le système à s'améliorer en termes de préservation, puisque finalement, réidentifier des formats, c'est la garantie que si, à un moment donné, même les capacités d'identification et de ségrégation des différents types de formats augmentent, elles pourront être réindexées et servir notamment pour une mission cruciale qui est la préservation de ces objets numériques. J'en rajoute pas sur les fonctionnalités de la V3, elles étaient dans la roadmap de Vitam et peu ou prou, la V3 a clôturé la quasi-totalité de la roadmap Vitam et on en a laissé un tout petit peu pour après et ça nous a fait grand plaisir de pouvoir y travailler postérieurement à cette V3. Même si je me doute que tout le monde aurait préféré les avoir en V3, les choses ont été faites très correctement et on voit qu'à un niveau quand même très important. Il faut toujours penser que la démonstration, que vraiment, moi je n'ai pas souvent l'occasion d'avoir des démonstrations, bizarrement. Je suis donc toujours très intéressé de voir le métier démontrer l'usage du produit. Il ne faut pas oublier qu'on fait des démonstrations avec une IHM de démonstration, avec ce problème qui est que bien souvent, certaines fonctionnalités ne sont pas franchement destinées à être démontrées via des IHM. Tout simplement, je pense aux aspects de réindexation, d'indexation des informations de règles de gestion héritées, qui en fait sont plutôt un process un peu sous-jacent, technique, mais on n'a pas d'autre choix de faire comme ça pour vous présenter les choses. Maintenant, ce qui est très important de retenir avec cette fonctionnalité, c'est qu'en gros, elle permet de dire qu'on va pouvoir filtrer immédiatement toute information par rapport à la communicabilité, par exemple, d'une archive, chose qui n'était pas possible avant. Donc en V2, dans Vitam, certes, il y avait une gestion des héritages des règles de gestion, certes, on pouvait avoir l'information, il n'y avait pas cette capacité immédiate de dire je peux voir tout ce qui est communicable, que ce soit inscrit sur l'archive par une règle ou qu'elle en hérite. Là, aujourd'hui, c'est devenu possible. Alors, c'est un process un petit peu lourd, hein, puisque c'est une indexation supplémentaire d'informations, puisque en fait, il faut recalculer tout ce qui s'hérite et l'inscrire quelque part. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est ça qui vous a été démontré, c'est pas quelque chose de trivial, mais qui offre une puissance très importante au logiciel. Donc, sur les aspects techniques, puisque c'est de ça que je dois parler, malheureusement, moi, l'offre froide, un enjeu extrêmement important pour Vitam, puisque clairement, et pour l'archivage, pour l'écologie aussi, quelque part, l'offre froide, c'est une offre qui a une qualité au niveau de la préservation qui est différente des autres. Elle a une qualité de stabilité parce que le stockage sur bande permet une préservation durable de l'information dans des conditions extrêmement différentes des autres supports électroniques. Et cette mixité des supports, c'est vraiment ce qui était une des promesses de Vitam, une demande pour l'archivage, c'est de faire attention de ne pas gérer cette masse d'informations électroniques de la même manière
partout et de manière uniforme, parce que c'est contraire au principe de préservation. On a la chance avec l'électronique d'avoir des copies conformes, mais on a aussi malheureusement une sensibilité à la destruction qui est peut-être plus importante qu'avec le papier, ou en tout cas plus obscure. On sait que l'eau et le feu pour les archives physiques, c'est un grand problème. Pour l'électronique, on peut ajouter tout un tas d'autres problèmes qui peuvent engendrer la destruction des supports et donc de l'information, même pas la destruction des supports, mais la destruction de l'information sur les supports. Donc multiplier ces technologies-là, et notamment avoir une technologie qui est en rupture de ce point de vue-là par rapport aux autres, parce que bien souvent, toutes les autres technologies sont basées sur du disque. Là, l'offre froide offre une qualité de résilience qui est très importante. Elle offre aussi une autre qualité de résilience très importante, qui est que elle a une latence à la destruction, puisque en fait, la destruction réelle de l'information ne sera effective qu'au retraitement final d'une bande qui est totalement inutile. C'est-à-dire que la suppression et l'élimination de fichiers n'élimine pas directement l'information sur la bande, ce n'est pas possible, en tout cas pas technologiquement aujourd'hui, et ce n'est pas ce qui est recherché. En fait, la destruction de fichiers détruit l'accès à l'information. Par contre, elle le détruit fortement, c'est-à-dire qu'il devient très difficile, voire impossible, d'aller retrouver l'information puisqu'on ne sait plus où elle est inscrite. Et finalement, il y a tellement à voir que c'est très compliqué d'y accéder. Mais ça reste un ultime recours. Ça reste un ultime recours dans des cas d'erreur de gestion ou d'attaque, parce que si jamais on détecte les choses suffisamment rapidement, on aura là quelques recours, on aura une temporisation qui permettra d'agir. Donc l'offre froide, un enjeu extrêmement important qui a été achevé par l'équipe en 2019 et une promesse vraiment fondamentale du programme. Les technologies de stockage bande qui peuvent être utilisées à l'intérieur de Vitam sont de différents ordres. Finalement, on peut avoir, comme pour les technologies objets, des appliances ou des robotiques différentes. Donc on est là aussi dans une forme de liberté de choix qui est très importante. Alors, ce qui a été testé, et là je remercie le CINES, partenaire du programme Vitam, qui est, je dirais, qui a une expertise extrêmement forte sur le sujet des bandes et qui est en première ligne pour l'utilisation et la validation des travaux de Vitam sur cette technologie-là. Des travaux que nous continuons, puisque c'est le premier utilisateur de cette technologie chez nous. Je tiens à les remercier pour leur investissement sur ce sujet. Autre sujet extrêmement important qui fait l'objet vraiment d'une revue et d'un suivi strict dans Vitam, c'est la sécurité, avec des revues de sécurité, des commissions d'homologation à chaque version majeure. Donc, on avait identifié en V2, suite à la commission d'homologation de la V2, une nécessaire sécurisation d'un point particulier, c'est les griffons utilisés dans la préservation, puisque ces griffons utilisent des logiciels externes, intègrent au cœur du système des logiciels externes tiers. Et ces logiciels, même s'ils sont connus bien souvent, maîtrisés et tout ça, l'objectif c'est de les multiplier pour pouvoir répondre à différents types de problématiques. Évidemment, un seul griffon ne fera pas ne permettra pas les transformations de tous les formats, donc il va falloir les multiplier. Face à cette multiplicité, on augmente le risque d'introduire au cœur du système un élément incontrôlé qui, par erreur ou par malveillance, pourrait entraîner des destructions puisqu'il est au cœur du système. Du coup, a été mis en place un moyen de sécurisation puissant, SE Linux, complexe aussi à mettre en œuvre. Notre volonté initiale était de pouvoir le généraliser totalement.
on a dû se limiter à une implémentation conforme et totalement aboutie sur un des griffons de Vitam, le griffon Siegfried, afin de démontrer toute la richesse et la richesse de contrôle que ça donne sur l'exécution et les traitements qui sont lancés par ces logiciels à l'intérieur du système, mais externes en termes de développement. Donc SE Linux, on va dire qu'on a aujourd'hui, pour ceux qui veulent l'implémenter, une implémentation standard et à suivre qui peut être généralisée par l'utilisateur. Il faut savoir que c'est une charge qui est quand même importante et cette charge, elle va dépendre aussi du niveau d'exigence et de préoccupation que l'implémentation va vouloir apporter en termes de sécurité. Donc, c'est un travail qui ne peut pas être mené complètement seul par le programme et qui nécessite que chaque partenaire collabore et, en fonction de l'usage qu'il veut en faire, puisse restituer des propositions de paramétrage de SE Linux pour les différents cas d'usage qu'ils veulent avoir de ces traitements de griffons. Donc, principalement des fonctionnalités de préservation et de leur sécurisation. Un petit mot sur la robustesse et les performances, puisque ça a été une ligne très très forte de travail, en particulier sur l'année 2019-2020, pour aussi pointer un résultat un peu de bilan, puisque ça n'avait jamais été fait, du travail effectué tout au long du programme Vitam sur ces aspects-là. Donc, en fait, à la fin du programme, en début 2020, fin 2019, Vitam a fonctionné sur les environnements du ministère de l'Agriculture, sur le cloud Oshimae, avec une plateforme de test de performance d'1 Tera de RAM et qui gérait 300 millions d'archives, avec des performances en entrée de 450 000 archives par heure, c'est-à-dire en fait la promesse de pouvoir, si on fait le calcul savant, de pouvoir entrer 1 milliard d'archives sur une année en occupant la machine à moitié, c'est-à-dire la moitié de l'année. Ce qui permet, ce qui est le maximum, hein, puisque après la machine, elle a d'autres traitements à faire. Si elle a de la préservation à faire, il faut lui réserver du temps et des choses comme ça. Et donc, voilà, on peut gérer, faire entrer dans le système jusqu'à 1 milliard d'archives par an en termes de performance sur cette plateforme de 1 teraoctet. Alors, par contre, pour des questions aussi de temps, de disque et de coût de plateforme, on est monté jusqu'à 300 millions d'archives pour aussi faire des tests de différents types et de gestion de la vie des archives, pas uniquement des tests d'entrée. Un petit highlight sur un test en particulier qui nous a été demandé sur des archives réelles pour le coup, et qui illustre la manière d'utiliser Vitam et de faire attention aux chiffres qu'on donne en termes de performance. C'est un exemple d'un SIP alors, de 160 000 objets numériques, sachant que Vitam pose la limite à 100 000 hein, normalement, et c'est une limite théorique. On est obligé de fixer des limites théoriques, donc la taille maximale d'un SIP, c'est normalement 100 000 objets. Donc là, on a fait un test poussé à 160 000 objets. Donc, un SIP de 160 000 objets, on entre en 3h13 sur cette plateforme, et le même nombre d'objets et les mêmes objets découpés en 16 paquets de 10 000 objets, en profitant de la parallélisation des traitements, sont rentrés en 18 minutes sur la même plateforme. Alors, en fait, c'est pas grave de rentrer en 3h13, hein, parce que ça veut dire aussi que la machine a travaillé plus lentement et qu'elle aurait pu faire d'autres choses en parallèle. Mais si jamais on veut rentrer très très vite beaucoup d'archives, il faut trouver la bonne maille de découpage des paquets
Et ça ne peut pas être des paquets de 10 archives, et puis ce n'est pas la peine d'avoir des paquets de 160 000 archives, mais tout ça doit se rechercher, et c'est un travail d'usage et d'implémentation de la solution qui doit être conduit pour avoir les performances et le comportement attendus. Voilà, c'était important de faire quand même en bilan du programme un retour sur ces aspects-là. Enfin, et dernière chose quand même, on a eu un gros passage technique en passant à Java 11. On se préoccupe de l'obsolescence. L'obsolescence, finalement, en informatique, ça commence très tôt. Ça commence au bout de 2-3 ans. Donc, nous sommes déjà en train de gérer des aspects d'obsolescence en veillant toujours à ne prendre pas trop de retard par rapport au niveau du langage utilisé et d'être sur des versions qui sont pas trop anciennes. Alors, on va essayer de garder du temps, mais là, on aborde la dernière partie sur le « et maintenant », tout en ayant conscience que voilà, on veut garder du temps pour échanger avec vous. Donc, vous pouvez aussi les mettre, je le rappelle, sur le Framapad de vos questions si besoin. Donc, et maintenant, nos objectifs, Emmanuel? Alors, nos objectifs, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est évidemment le passage depuis que nous sommes en maintenance et amélioration continue, c'est d'assurer la maintenance et la qualité de la solution logicielle. Effectivement, sans jamais abandonner son enrichissement fonctionnel, une solution qui ne vit pas et une solution qui va péricliter et s'arrêter. Un enjeu extrêmement important et un objectif très important de structuration du club utilisateur. Ce passage au club utilisateur est fondamental. Toujours plus proche des partenaires et des porteurs et avec des interactions qui augmentent en termes de, je dirais, de ce que ça rend en allant jusqu'à la contribution. On arrive aujourd'hui réellement dans Vitam sur un modèle contributif avec plusieurs entités qui participent au développement de la solution. Le premier cas, ça a été le CE avec l'offre S3, mais c'est quelque chose qui continue et on en parlera un tout petit peu plus tard. On continue aussi, en maintenance et amélioration continue, à adresser les problématiques d'accompagnement métier et de suivi de chantier métier. Alors, à la hauteur aussi de nos capacités, qui ont été un petit peu réduites en termes de personnel, c'est un euphémisme, mais avec énormément d'engagement de chacun et le renfort d'autres équipes, plus en mode projet à l'intérieur du programme, on en parlera, notamment avec Vitam Accessible en service, qui permettent d'avoir une communauté d'archivistes quand même présente sur le plateau et qui sont là pour faire vivre ces aspects du programme qui sont conservés dans la MAC Vitam autant que faire se peut. Évidemment, pragmatiquement, améliorer la qualité du support et avoir, je dirais, pour les problèmes de production, un niveau et un suivi du support qui soit renforcé et sans ambiguïté. Pour les ministères porteurs, évidemment, poursuivre les travaux d'implémentation, continuer à évoluer avec Vitam et toujours alimenter les réflexions autour de l'archivage numérique avec notamment aujourd'hui des lancements sur un MOSCO stratégique pour relever la tête à l'issue du programme et se réinterroger sur éventuellement les enjeux stratégiques qui auraient été mis de côté dans la première phase du programme, puisqu'il y avait déjà énormément à faire, mais on savait déjà à l'époque que certains aspects devaient être couverts par d'autres, mais de réidentifier autour de nous quels sont les enjeux existants autour de l'archivage électronique, à quoi Vitam répond, à quoi Vitam doit répondre, à quoi Vitam ne doit pas répondre, mais dont Vitam doit se préoccuper puisque le problème existe. Je parle par exemple de la collecte qui, effectivement, à partir du moment où on a un SAE, eh ben, ce n'est pas suffisant, il faut faire venir les archives dedans. Et comment on fait, comment on accompagne.
En termes de gouvernance, un changement important avec toujours à la fois une continuité importante et des changements prometteurs. Une continuité importante puisque la MAC est toujours supportée par des sponsors stratégiques qui sont le CIAF et l'ADINU. Des ministères porteurs qui sont toujours au cœur du pilotage du programme, mais aussi une proximité plus forte avec les utilisateurs et une place réelle des partenaires et des utilisateurs à l'intérieur de la gouvernance, puisque les utilisateurs conventionnés élisent aujourd'hui un représentant qui participe aux instances de pilotage du programme, donc le comité de pilotage et le comité directeur. Tout ça appuyé par des textes, une convention de service qui donne droit à des droits nouveaux et renforce les capacités de collaboration entre le programme et les utilisateurs. Un accord de contributeurs qui vient vraiment sceller la capacité de chacun à contribuer au programme avec toutes les garanties juridiques qu'il faut avoir pour faire ça, et un règlement de communauté qui est en cours d'élaboration et qui est, je dirais, réellement au cœur de la manière dont on va devoir, les utilisateurs vont vouloir fonctionner et qui s'établit grandement avec eux, mais avec tout notre support bienveillant et celui d'Alice en particulier, auquel je laisse la parole, pour nous parler justement de cette actualité d'aujourd'hui de nos utilisateurs. Alors, donc, les utilisateurs, on retrouve évidemment ce qui était auparavant nommé les partenaires, auxquels évidemment on continue de s'adresser et qui continuent de collaborer parfois très activement avec nous selon l'avancée de leur projet. Je dirais que c'est fluctuant, mais ça dépend de la vie de chaque projet. Ce club utilisateur a quand même une particularité, c'est que maintenant, donc, il associe les utilisateurs et les ministères porteurs, ce qui permet également de renforcer le dialogue, en plus de la présence de ce représentant du club utilisateur au sein des instances de direction et de pilotage. Donc, on a également maintenant, pour la première fois, un utilisateur privé, Xeliance en l'occurrence, qui fait partie de ce club utilisateur, puisque maintenant, maintenant c'est amélioration continue, il est possible d'accueillir des organismes privés. Là, je ne vous ai indiqué que ceux qui ont vraiment été, qui sont partenaires ou qui ont signé la nouvelle convention, sachant que même parmi vous, parmi l'auditoire, certains sont dans des phases plus ou moins avancées de cette signature de convention. Voilà, donc on essaye maintenant d'organiser ce club utilisateur autour de différentes activités, actions, comme le disait Emmanuel, qui peuvent aller de la contribution. Donc, je ne sais pas si tout le monde saisit bien ce qu'est la contribution. Très honnêtement, moi, il y a un an, je ne saisissais pas. Donc, c'est par exemple contribuer par une livraison de code à un morceau, une brique du logiciel. Voilà, je préfère le redire. C'est aussi l'assurance pour chacun de pouvoir, si jamais sa priorité et s'il y a un manque, d'être autorisé à le combler. Et c'est très important. Et enrichir par là ce qui a été fait initialement. Et comme vous le voyez, enfin voilà, on a pu le dire au tout début, grande variété de ces utilisateurs. Certains sont en production, Xeliance est en production, d'autres sont dans des phases plus ou moins avancées de leur projet, entre d'époques où ils utilisent à ce moment-là ce qu'on met à disposition au niveau environnement partenaire pour observer, réfléchir, travailler sur leur projet, et puis d'autres qui sont en effet déjà plus tôt en phase d'implémentation avec parfois des demandes très particulières d'ajout de fonctionnalités, ce qui nous amène à avoir des réunions parfois nombreuses pour définir précisément leurs besoins. Voilà, ce qui nous permet également d'aborder ce qu'on a appelé le dispositif d'accompagnement, que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà. Ce sont donc évidemment ces réunions du club utilisateur, en gros 3 à 4 par an, 5 selon les moments, qui nous permettent d'échanger et de travailler ensemble et de prendre des points d'actualité chez tous les utilisateurs. Et on voit bien que c'est utile à tous quand les utilisateurs ont besoin de se rendre compte un petit peu de ce qui se fait chez les voisins et besoin de conseils.
Ça s'accompagne également d'organisations de multilatérales, c'est-à-dire des réunions ou avec une orientation archiviste fonctionnelle ou avec une orientation technique de points pour faire une démo là aussi ou tester une fonctionnalité particulière ou avancer sur une montée de version par exemple. Des bilatérales, c'est-à-dire contacter l'équipe Vitam parce qu'il y a un besoin particulier et en gros, on peut être amené à en avoir 1 à 4 par semaine quasiment, selon là aussi les besoins des différents utilisateurs. Et puis être utilisateur, c'est aussi profiter de l'accompagnement grâce à des outils et accéder à ce qu'on a mis en place, Jalios, Tulip ou voilà, de cet environnement partenaire qui vous permet de vous familiariser avec l'outil. Tout cela avec une équipe dédiée à la maintenance et à l'amélioration continue. Alors on y tient, je pense qu'Emmanuel en dira un mot, mais on y tient parce que, en effet, il y a eu du changement, mais toute l'équipe est là dans la continuité. Alors, je vais d'abord en profiter pour saluer injustement peut-être qu'une toute petite partie des gens qui ont travaillé au programme Vitam depuis son initialisation. Ce serait trop long d'énumérer le nom des gens qui sont passés sur le programme Vitam. Je crois qu'on est à plus de 100 personnes. 90, on a 90. Bon, j'étais pas loin. En tout cas, la place des équipes, notamment de prestataires, a été très importante avec des implications très fortes. On va publier un bilan pluriannuel pour les 5 ans du programme Vitam. Dedans, vous retrouverez notamment des témoignages de ces équipes. Et si je ne les cite pas, je pense aussi à elles. Vraiment tous nos prestataires, partenaires, c'est comme ça qu'on les voit. Ils ont participé à la réussite de ce programme. Mais je dois souligner quand même une équipe de l'administration qui a été extrêmement importante, essentielle pour le succès du programme. Évidemment, le directeur du programme Vitam, Jean-Séverin Lair, qui a permis au programme d'exister largement. Édouard Vasseur, également le responsable métier du programme, et Frédéric Brégier, directeur technique. Sans eux, Vitam ne serait jamais fait et on peut que saluer leur vision initiale, leur courage, leur volonté et d'avoir mouillé la chemise, pas seulement au début, pas seulement pour initialiser les choses, mais d'avoir vraiment conduit, tracté tout ce programme pendant toutes ces années-là. Je remercie également évidemment Mélanie Rebourg pour le travail exceptionnel qui a pu être fait avec vis-à-vis des partenaires. Et aujourd'hui, si on a un succès de ce type-là qui est vu comme un point extrêmement fort du programme Vitam, une vraie garantie pour son avenir, d'avoir su fédérer des partenaires et des utilisateurs. Vraiment un très grand merci à cette équipe. Je pense aussi à Étienne Carrière, architecte à l'initialisation du programme, qui a accompagné ses débuts avec des qualités techniques extrêmement fortes. Je pense aussi aux archivistes qui ont participé au programme, Gwendoline Stab, qui a été une des premières à partir, mais qui était là tout au début. Je pense évidemment à Nathalie Morin et à Mehdi Afnaï, qui ont donné beaucoup d'énergie à ce programme avec une qualité extrêmement forte et un sens du relationnel qui nous a permis aussi de survivre tous ensemble dans cette grande aventure compliquée. Donc vraiment merci à toute l'équipe. La V3, c'est l'aboutissement de leur travail, c'est l'aboutissement du travail des équipes de prestataires. Et aujourd'hui, on prend le relais, mais on s'est senti bien installé. Merci à vous. Voilà. Et pour finir quand même si vraiment je tiens à avoir un temps d'échange, quelques mots sur différents projets, nouveaux défis qui nous occupent, sachant que certains de ces nouveaux défis auront de toute façon une présentation la semaine prochaine qui sera faite dans le cadre de ces webinaires Vitam en ligne.
Donc, juste quelques mots sur Vitam UI, Emmanuel. Vitam UI, c'est un front office pour Vitam, c'est une initiative des utilisateurs, bien sûr en collaboration étroite avec les équipes techniques du programme et les équipes métiers du programme. C'est une réalité aujourd'hui et incessamment, ce front office qui sert aussi de base au projet base dont on va parler, ce front office, vous pourrez le télécharger et l'installer sous peu avec toutes les versions de Vitam. Vitam accessible en service, donc c'est une dimension encore supplémentaire par rapport à une simple édition logicielle, entre guillemets. Je dis simple, ça loin d'être simple, mais ça va au-delà. C'est faire héberger et opérer un service d'archivage interministériel sur un cloud interministériel de Cercle 1, le cloud Nudo du ministère des Finances. C'est couvrir complètement tous les aspects aujourd'hui de ce que on peut faire en termes informatiques et en termes métiers pour l'archivage électronique, avec un back-office, un front-office et une solution as a service à destination des opérateurs et de l'administration centrale. Le projet, le défi c'est d'accord aussi, qui est lancé depuis maintenant quelques semaines seulement et qui a pour objectif de faciliter l'entrée d'archives bureautiques principalement et qui doit répondre à ce défi complexe du traitement de cette masse d'informations pas complètement structurées et qui n'est pas facile de faire arriver rapidement et massivement dans un SAE. Enfin, on a fait un travail de projection puisque je vous ai dit, évoluer, ça reste l'ADN du programme avec l'ensemble des équipes de la MAC maintenant. En se projetant à 3 ans et en disant mais alors dans 3 ans c'est quoi ça se traduit comment le succès de Vitam et comment on a fait pour y parvenir. Donc ce que je retiens comme ça, vous affichez des photos, mais ce que je retiens c'est que la contribution, la collaboration et les avis de chacun ont été remis comme un des enjeux extrêmement importants et j'y souscris complètement. On vous fera des retours sur ces points-là plus précis puisque ça rejoint aussi un travail qu'on fait avec les porteurs et les utilisateurs au travers d'un Moscou stratégique sur lequel on va travailler pour avoir une roadmap réactualisée à 3 ans pour le programme Vitam. Voilà pour la présentation. Je remets ça, j'enlève le partage d'écran. Normalement, vous êtes... donc là, vous devez nous voir, nous, je pense. Même si moi, j'ai plus de retour image directement, mais c'est qu'on est nombreux. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait des questions sur le Framapad, mais vous pouvez ou prendre la parole directement en ouvrant votre micro, ou lever la main s'il y en a trop, parce qu'on est une 50aine en ligne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières par rapport, évidemment, à la présentation, sachant qu'en effet, on a pu survoler certains points qui peuvent vous intéresser, comme Vitam UI ou VAS, et qu'il y aura des présentations la semaine prochaine sur ces sujets-là particulièrement. Il ne semble pas y avoir de questions pour l'instant. En sachant que vos micros actuellement sont coupés. Hein. Oui, mais ça peut être eux qui les réinitialisent. Normalement, je ne l'ai pas. N'hésitez pas, on est disponible pour répondre à vos questions. Alors, est-ce que l'on peut voir en exclusivité le visuel de Vitam UI? On me demande sur Framapad. Est-ce que j'ai une image quelque part de Vitam UI? Je pense que ça fera l'objet d'une présentation la semaine prochaine, déjà. Oui, je voulais voir si j'avais quelque chose. Alors, je regarde en même
temps. Non, parce que sur cet ordi-là, j'ai rien. Et moi, j'ai rien non plus. Lundi matin, vous avez une présentation, il y a même des vidéos qui ont été faites Oui, donc pour vous montrer ce qu'il en est. il y aura moyen de récupérer les vidéos captées en fait aussi. Ouais. Donc d'ici la semaine Donc, prochaine, il y aura des choses en ligne en fait. je laisse aux équipes qui préparent lundi matin le soin de vous montrer ça en avant-première et de ne pas dévoiler nous ce visuel. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres sujets? Non? Bon, on a bien fait de pas laisser autant de temps. Donc, l'atelier a été enregistré. Je verrai si j'envoie juste un lien brut de décoffrage, je dirais, de ces presque 2 heures, ou si on essaye de faire un rapide montage ou quelque chose. Voilà, il faut que je vois selon ce que ça donne pour le mettre à disposition de tous. Le teasing, oui, c'est ça. Je ne sais pas qui écrit ça sur Pharmapal, mais c'est exactement ça. On vous invite lundi matin. Bon. Merci à tous. On ne va pas forcer les questions, là, s'il n'y en a pas. Merci beaucoup et à très bientôt pour la webinaire. Vous me verrez à chaque fois. Ah, Mélanie. Oui, il y a des questions dans le Pharmapad. Il y a quelqu'un qui est en train de poser une question. Ah, il y a quelqu'un qui est en tour. Merci. Ah oui, va-t-il y avoir une communication qui sera disponible en V4 qui est prévue pour quand? Alors, la V4, elle est prévue pour début février 2021. Donc, on y travaille. Donc, j'ai la date. Sur le contenu, j'ai Emmanuel et Marion à côté de moi. Alors, sur le contenu, effectivement, on arrive presque à la fin. Donc, Marion, tu veux sur les aspects métiers? Sur les aspects métiers, alors on a poursuivi un petit peu ce qui n'avait pas pu être livré dans la V3 à temps. Donc déjà, vous aurez l'extraction de métadonnées descriptives qui sera livrée dans la V4. On a travaillé également, là j'espère que ça aboutira avec la publication de la release 15 qui va arriver courant octobre, des fonctionnalités d'audit, alors plutôt des audits techniques qui font suite à des remarques qui ont été faites dans le cadre de l'homologation de sécurité de la V3, je crois. Donc, voilà. Et ensuite, j'espère qu'on aura livré d'ici là, dans la prochaine release, des fonctionnalités de gel. Voilà pour le moment sur les grosses fonctionnalités, les grosses thématiques que j'ai en tête, en sachant que par derrière, qu'on est passé sur de la maintenance applicative, il y a aussi un petit peu du raffinement de choses qu'on a découvert sous le tapis. Je pense notamment à du recalcul de poids de fichier qui était un petit peu bancal. Voilà, c'est pas forcément des choses qui avaient été mises en avant jusque-là. Donc, il y aura aussi des petites, voilà, des petits raffinements, des petits développements supplémentaires voilà, sur d'optimisation de fonctionnalités déjà existantes. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Emmanuel. Non, je peux rajouter simplement des efforts sur l'exploitabilité du système avec le traitement des premiers retours, de retours d'utilisateurs pour l'amélioration de l'exploitabilité, de la stabilité et de l'exploitabilité. Il y a quand même un gros travail de fond sur ces aspects-là. Voilà, et essentiellement ce que tu as dit d'un point de vue fonctionnel. C'est pas négligeable, l'air de rien. Il y a eu un très beau travail, je trouve, des porteurs et des utilisateurs sur ce sujet. Un sujet qui, pendant le programme, n'était pas prioritaire, et puis on a saisi un petit peu l'occasion de la priorité pour des utilisateurs de ce sujet-là, pour le traiter. Voilà, ça matérialise bien un peu, je dirais, les évolutions du programme avec des enrichissements sur les réflexions, hein, mais qui aboutissent. Et ça, je trouve que si ça va au bout, c'est très satisfaisant, c'est en cours. J'espère qu'on pourra constater tout ça dans la V4. Juste, Marion, tu peux préciser gel, dégel. J'ai pas de questions, mais moi, je me dis qu'il y a quelques mois, j'aurais demandé ce que c'était que le gel. Sur le gel? Ouais. Oula, sujet complexe. Non, mais... En fait, il s'agit pour des archives finalement qui peuvent être communicables ou éliminables.
c'est de pouvoir à un instant T les geler, c'est-à-dire les rendre non éliminables alors que logiquement elles devraient l'être. C'est le temps d'une procédure. Logiquement, un parallèle dans le monde du papier, c'est les judiciaires en fait. On a un tribunal qui nous demande la rétention de documents qui logiquement devraient avoir leur propre vie et leur propre cycle d'élimination. Voilà. Merci Marc. Je préférais demander parce que je ne sais pas si tout le monde maîtrise le mot, enfin le jette dans ce contexte-là. De toute façon, ce qu'il faut savoir aussi sur vu qu'on est passé en maintenance applicative, le rythme de croisière a aussi changé. Donc c'est vrai qu'on cherche aussi un petit peu notre propre rythme sur les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc voilà, on a beaucoup d'actions de débogage qui sont finalement pas visibles, mais qui sont réalisées. Et d'accompagner au maximum les utilisateurs dans leurs projets, en lien par exemple avec les montées de version, qui sont évidemment importantes pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on vous souhaite une bonne fin de journée? J'en ai pas en ligne. Pas de micro levé? Eh bien, merci à vous. Merci. C'est une première pour nous. On est contents. Et on se retrouve voilà, les uns les autres au fur et à mesure de la semaine qui vient ou plus tard. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.